De foot, vous savez que Kylian Mbappé réclame 55 millions d'euros au PSG. Je crois que la direction du PSG n'a pas du tout envie de lui payer 55 millions d'euros. Êtes-vous choqué? On vous posera la question. Vous pouvez aussi réagir chez vous, je vous le rappelle. Et puis, autre question, le refus d'obtempérer. Les refus d'obtempérer qui se multiplient. Y a-t-il un problème avec le respect de l'autorité en France? Vous nous direz ce que vous en pensez. Là aussi, nous en débattrons. Est-ce que vous aimez le foot, Yann? Je n'ai jamais regardé de ma vie un match de football, à l'exception, en 98, de la finale que j'ai regardée sur un écran géant, porte de Clignancourt. C'est le seul match que j'ai vu, j'ai adoré parce qu'il n'y avait pas de commentaires. Et moi, c'est les commentaires. Comment ça, il n'y avait pas de commentaires? Attendez, moi, j'ai aussi regardé le match en 98, il y avait des commentaires. Il n'y avait que le bruit du ballon, il n'y avait pas la voix de Thierry Roland. J'ai rien contre Thierry Roland, qui est un homme éminemment respectable, mais c'est les commentaires qui me crispent. C'est pour ça que je regarde jamais le foot. Bon, Eric, non, moi, croyant et pratiquant. Ah, et pratiquant. Oui, j'ai joué 15 ans en club. Vous supportez qui? À Vaucresson. Moi, je suis supporter de l'OM. Supporter de l'OM? Et vous habitez à Paris? Et j'habite à Paris. Ah ouais, Vous comprenez pourquoi j'aime pas le foot? Et on embrasse nos amis marseillais. L'OM et Saint-Etienne. Oui. Ouais, c'est ça. Je peux dire un mot? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Vive le rugby. Vive le rugby. Ah, vous êtes le rugby. vous? Ah, il y a des amateurs de rugby, là. Vous venez du sud-ouest, non? Oui, il doit venir du sud-ouest. Vous savez que là-bas, c'est une vraie religion. Donc, Kylian Mbappé qui réclamerait 55 millions d'euros au PSG. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'il y a des primes et des salaires qui n'ont pas été versés. 55 millions d'euros alors qu'il est parti, vous le savez, au Real Madrid. Le PSG compte absolument pas payer. Du coup, il y a tension. On va en débattre juste après. D'abord, regardez cet extrait vidéo. Kylian Mbappé réclame 55 millions d'euros au Paris Saint-Germain. Je t'explique. Après 7 ans passés dans son ancien club, le nouveau joueur du Real Madrid a saisi la commission juridique de la Ligue de football professionnel et l'UEFA par l'intermédiaire de la Fédération française de football. L'attaquant français réclame ses 3 derniers mois de salaire et une partie de ses primes. Mais les négociations entre les deux parties n'ont pas évolué. Le PSG a estimé que des engagements avaient été pris entre le joueur et le club. Dans un accord qui a fait long feu en janvier dernier, Kylian Mbappé a accepté de renoncer à des primes et salaires. Cependant, en cas de défaut de paiement vis-à-vis du joueur, le PSG risque de remettre en cause sa licence UEFA Club et de s'exposer à des sanctions pouvant aller jusqu'à une interdiction de recrutement. Si aucune solution n'est trouvée, Kylian Mbappé se réserve le droit de porter l'affaire devant les prud'hommes. Et vous, qu'en pensez-vous chez vous? Qu'en pensez-vous dans le public? Question. Kylian Mbappé réclame 55 millions d'euros au PSG. Êtes-vous choqué? Suspense. Alors, Eric et moi ne sommes pas choqués. Yann, vous êtes choqué. Alors moi, je ne suis pas choquée parce que c'est des histoires qui relèvent du privé. Je vous explique, ce n'est pas le montant de la somme. Si le PSG a les moyens de payer 55 millions d'euros, on sait pertinemment, il faut prendre personne pour des imbéciles, que les joueurs de foot ont une carrière très courte et gagnent à ce niveau des dizaines de millions d'euros. Ce n'est pas de l'argent public. Si le PSG paye 55 millions d'euros Kylian Mbappé, j'ai envie de dire tant mieux pour lui. Ce n'est pas de l'argent qui nous appartient. C'est pour cette raison que je réponds que je ne suis pas choquée. Puis après, les histoires effectivement de règlement de compte, il gagne beaucoup plus. Et vous allez rester. Je vais vous montrer la maison de Kylian Mbappé au Real. Il est pas mal installé tout à l'heure. Je vous montrerai. Voyez. Vous allez voir de quoi on parle. C'est coquet. Ouais, c'est coquet. Il y a de l'espace. Oui, il y a de l'espace. Oui, on est à l'aise, on est bien. Il y a plus de salles de bain que de chambres, tout ça, quoi. Hein, Eric? Oui. Oui, pas choqué non plus. Remarquez, on doutait bien qu'il n'allait pas habiter dans un KGB. Non, voilà. Mais c'est pour ça, je dis ça. Oui, effectivement, les sommes sont vertigineuses, mais sont des joueurs de foot professionnels à ce niveau de la compétition. C'est des dizaines et des dizaines de millions d'euros. Moi, je peux comprendre qu'on trouve que ce soit vraiment énorme. Beaucoup. Mais bon, après, c'est des affaires privées. Voilà. Moi, c'est pour ça que ça ne me choque pas. Moi, ça ne m'étonne pas, en tout cas. Pourquoi je ne suis pas choqué? Quand il a commencé à jouer au football, il était tout gamin, Kylian, on lui a dit, tu vois, ce sport, on n'a pas le droit de toucher la balle avec la main. Alors le gamin, il a dit, ah bon, c'est bizarre, parce que moi, mon réflexe, c'est, oui, mais c'est le foot. Et il a dit, bon, d'accord. Ensuite, on lui a expliqué la règle du hors-jeu. Donc, quand on est gamin, on dit, mais pourquoi il faut qu'il y ait 2 joueurs entre moi et la ligne de but? On a dit, c'est la règle. Maintenant, on lui a expliqué, quand il est devenu un grand joueur, que les grands joueurs gagnaient des dizaines de millions. Et il a dit, j'accepte la règle du jeu. Donc lui, il joue selon les règles du jeu. De l'autre côté, il y a le Paris Saint-Germain qui dit, attendez, ça ne va pas parce que vous nous aviez donné un accord oral. Excusez-moi. Attendez, c'est génial, l'accord oral, ça joue sur des dizaines de millions d'euros. Mais qui donne des accords oraux sur des telles sommes? Eux ne jouent pas selon les règles du jeu, ils jouent avec d'autres règles. Qui se base sur un accord oral? Oui, non, je suis plutôt d'accord avec toi pour 55 millions. Non, eux, ils n'ont pas respecté les règles du jeu, donc ils vont être sanctionnés très probablement. Kylian Mbappé joue. Alors après, effectivement, il y a quand même quelque chose en France qui est très étrange, c'est que quand un joueur de foot gagne des sommes énormes, ça ne pose
que peu de problèmes. Mais si c'est par exemple un chef d'entreprise ou un entrepreneur, là, s'il gagne de l'argent, c'est mal, etc. Donc je sais que les footeux et les sportifs en général ont un statut un peu particulier. Mais sinon, là, Kylian Mbappé, il fait simplement jouer la règle, il fait simplement jouer le droit, il fait simplement jouer la loi. Donc, à mon avis, le PSG s'est mis dans un très très mauvais pas. Ça fait pas de la bonne pub en fait. Mais c'est pas de la bonne pub, il passe pour des amateurs contre un professionnel. Il y a un professionnel qui est Kylian Mbappé et il y a des amateurs qui sont le Paris Saint-Germain. Et au niveau d'un club qui prétend gagner la Coupe d'Europe, la Ligue des Champions, je trouve que ça fait pas très sérieux. Bon. Alors Yann, vous, ça vous choque. Qu'est-ce qui vous choque? La somme? Ou alors justement ce que dit Eric, c'est qu'on on passe des contrats à l'oral sur de telles sommes. Je trouve que très honnêtement, c'est un sujet complexe. Kylian Mbappé est dans son droit. Si les règles du jeu sont tronquées, il a tout à fait le droit de réclamer ce qu'on lui doit. Et lui, c'est pas de sa faute s'il est dans un système économique qui est celui-là. S'il mérite cette somme, il doit récupérer cette somme. Par ailleurs, j'ai lu cet été dans les dossiers du Canard enchaîné sur les riches que Kylian Mbappé reversait beaucoup de ce qu'il touche. Il le fait, je crois, sa mère le faisait déjà quand il était enfant et il continue à le faire. Donc c'est pas du tout quelque chose à dominem. J'ai rien personnellement contre ce joueur qui est d'ailleurs un très grand joueur. Et je pense que les très grands joueurs sont des êtres d'exception et c'est normal qu'ils aient un salaire exceptionnel. Non, c'était sur un plan peut-être plus philosophique que je voulais intervenir, qui est la chose suivante. Exactement comme en physique, il y a une vitesse qui est la vitesse de la lumière qu'on ne peut pas dépasser. Est-ce qu'il y a un seuil critique à partir duquel une somme pour un être humain donné devient insensée? Quelle est la somme à partir de laquelle le mot argent n'a plus de signification? Quelle vie humaine mérite autant de dizaines de millions d'euros pour finalement se dérouler dans le spectre de 80 années à passer sur Terre, 70 ans, 50 ans? Et la question qui m'a toujours taraudé est celle-là. Quelle vie humaine mérite de gagner 50 millions d'euros par an, par exemple? Ouais, et c'est vrai que quand on gagne autant, c'est que ça rapporte beaucoup plus. Il ne faut quand même pas être dupe. Hein. Pascal, il y en a qui gagnent des sommes encore plus importantes. La perversité de l'argent est la suivante. C'est que l'argent est un moyen à la base. Et peut-être que même le moyen, c'est la chose suivante. L'argent a été inventé pour qu'on n'y pense jamais. Quand vous pensez à l'argent, c'est... Non mais, quand vous pensez à l'argent... Vous n'y pensez jamais, vous? Non, laissez-moi terminer. Non, parce que je pense que dans le public... J'ai la chance d'être une émission, on a le temps de s'exprimer. Donc si vous me coupez, pareil que dans l'émission, on a 14 secondes. C'est pas vrai. Non, l'argent a été inventé... Vous avez vu ça? Mais non, c'est la particularité de l'argent. Deux catégories de personnes y pensent. Ceux qui n'en ont pas et ceux qui en ont beaucoup parce qu'ils ne pensent qu'à s'enrichir. Mais normalement, si on est sainement composé, l'argent a été inventé pour se dissoudre lui-même, c'est-à-dire pour qu'on ne pense pas à l'argent. Mais la perversion de l'argent et la chose suivante, c'est que ce qui était à la base un moyen pour subvenir à ses besoins, acheter, etc., est devenu une finalité. Et c'est ça qui pervertit tout un système et toute une civilisation. Donc je repose la question, une vie humaine a-t-elle besoin de dizaines de millions d'euros pour se déployer à la surface du globe? Je ne pense pas. Non. Et quel est le seuil critique? Heureusement, parce que sinon ça ne concernerait pas grand monde. On pourrait imaginer un seuil universel à partir duquel une vie humaine n'a pas le droit de dépasser telle ou telle somme. Ça ne me choquerait pas du tout sur le plan philosophique. Beaucoup de choses par rapport à ce qu'a dit Yann. D'abord, moi je crois qu'on est riche à partir du moment où on ne connaît pas le montant de son compte en banque. C'est-à-dire, en effet, ce n'est pas une préoccupation. Très juste. Bon, ça, c'est vrai. Ensuite, il y a d'autres aspects. Parmi les super footballeurs, Kylian Mbappé est un très grand footballeur, ce n'est pas le seul. Il y a une concurrence. C'est-à-dire le footballeur qui est le deuxième le mieux payé, il y a une contrariété, il y a une frustration. Il veut être le mieux payé. Même s'il gagne des fortunes, ça ne lui suffit pas. Mbappé veut être mieux payé que Ronaldo, Ronaldo veut être mieux payé que Messi. Il y a une concurrence vraiment terrible. Et puis surtout, en effet, ce sont des carrières qui sont extrêmement courtes. Donc ils ont très peu de temps. Les pauvres, ils n'auront que 250 millions d'euros. Non, mais c'est pas ça. C'est que je pense. Non, mais bien sûr qu'ils ont assez pour vivre 10 ans. Et les pauvres vont vivre 70 ans avec 250 millions d'euros, alors qu'ils pourraient peut-être faire une carrière un peu plus longue et gagner un peu moins. Non, mais ils ont assez pour 10 vies. Après, je crois qu'il y a un malentendu. Dans la décision de Kylian Mbappé de récupérer ces 55 millions d'euros, chez les supporters du PSG, d'abord ils sont un peu frustrés qu'il soit parti pour le Real Madrid. 7 ans, il n'est pas parti. Et ils se disent, parce que ça ne s'est pas très bien passé. Non, ça s'est très mal passé. Ça s'est même mal passé. Voilà. Mais ils se disent, bon, c'était le symbole du club, cette histoire d'argent, c'est pas terrible. Mais en fait,
On vit dans l'illusion. Ces footballeurs, moi, du temps où j'étais supporter de Saint-Etienne, je connaissais par cœur l'équipe de Saint-Etienne. Je peux encore vous la réciter. Vous pouvez chanter qui c'est les meilleurs. Je chante très mal, donc je vous épargnerai ça. Mais je pouvais vous dire, le 11 de base ne changeait pas. Voilà. Là, maintenant, le mercato fait, et l'argent devenu fou, fait que les équipes changent tout le temps. Il n'y a plus d'attachement, sauf quelques cas très particuliers, il n'y a plus d'attachement d'un joueur à son club. Le milieu le plus capitaliste qui soit, le plus purement capitaliste, c'est le milieu du football, avec un déplacement sans fin. Pourquoi vous riez? Non mais c'est vrai, il n'y a pas plus capitaliste. C'est-à-dire que c'est la libre circulation des joueurs qui sont des travailleurs. Voilà. Donc, en réalité, on vit, nous, sur le foot en disant « Ah, vous voyez, lui, il a fait toute sa carrière à Saint-Etienne, comme les frères Révelli. » Enfin, voilà. Nous, on est entré dans l'ère de l'argent. Gérard Janvion, Kurkovic, les frères Révelli, Patnais, Rocheteau, etc. Ah, bah vous aimez bien, finalement. Non, mais parce que j'ai fait football 76 chez Panini. Ah bon? Vous connaissez les petites images? Ouais. Oui, mais ça, c'était avant l'arrêt Bosman. C'était avant la mondialisation du football. Kylian Mbappé, c'est plus Janvion. Kylian Mbappé est un enfant de notre temps, un enfant de l'argent fou. Vous savez, quand Zidane a été transféré lui-même au Real de Madrid, on parlait de sommes folles. Là, maintenant, pour la même somme, vous avez un joueur moyen, un arrière latéral. Les sommes s'envolent. Oui, ça n'a plus aucun rapport. Dans le public, est-ce que vous êtes choqués? 55 millions d'euros, Kylian Mbappé qui réclame 55 millions d'euros. Et vous, chez vous aussi, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux. Qui est choqué dans le public? Vous avez le droit de ne pas avoir le même avis. Qui est choqué? Ah, vous voyez, il y a quand même du monde. Ça, c'est très. Voyez, moi, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Mais si, il y a la moitié du public. Vous savez, non, mais c'est très paradoxal, cette immunité, parce que les gens adorent le foot, ce qui est tout à fait normal, ça évite la violence, les guerres et les viols, les foot. C'est un peu comme les jeux du cirque. C'est l'opium du peuple? Non, mais je pense que c'est très important. Non, le foot, c'est très important. Ça a remplacé la religion? Je ne suis pas méprisant vis-à-vis du foot, c'est très important que les gens puissent aller voir un match de foot. Et grâce au foot, il y a peut-être de la violence autour des stades, mais il y a moins de violence dans la société, et pas que d'ailleurs. C'est un magnifique spectacle pour ceux qui aiment. Non, c'est-à-dire que je suis allé faire mes courses cet été dans un Super U. Et sans plaisanter, Pascal, et sans démagogie, j'ai vu une famille avec des enfants qui comparaient les prix du papier hygiénique, ils étaient à 20 centimes d'euros près. Mais non, mais attendez, ce qui est fascinant. Non, mais c'est que 20 centimes d'euros près. Et ce qui est fascinant, et ça c'est une question que je pose, c'est que dans ces mêmes familles, souvent, ils ne sont pas choqués que Mbappé puisse gagner, de réclamer 55 millions d'euros. Il y a une immunité qui est propre au foot, parce que dans le milieu populaire, il y a un amour du foot qui fait que le public ici, on parlerait effectivement, comme disait Eric, des salaires d'un chef d'entreprise, les gens hureraient. Mais comme c'est un joueur de foot, ça passe. C'est un paradoxe. Non, mais de la alors société. attendez, oui, mais le chef d'entreprise, s'il gagne cette somme-là et qu'il ne rémunère pas ses salariés correctement, oui, ça suscite. C'est le principe qui choque les gens, vous savez bien. Ça crée des crispations. Dès qu'on révèle le salaire d'un haut patron, ça hurle. Parce que c'est pas normal, les dividendes, etc. Il y a rarement ce genre de polémique autour du football. Mais parce que personne ne dépend d'eux. Il n'y a pas des salariés qui dépendent d'eux. Il n'y a pas des salariés qui sont. On va arrêter de se mentir. Il y a quand même une disproportion entre génialement, parce que ce sont des génies à ce niveau-là, hein, et il n'y a aucun mépris. Taper dans un ballon de manière géniale et virtuose et gagner ses sommes. Un violoniste de génie ne gagne pas ses sommes. Un pianiste extraordinaire parce qu'il n'y a pas le business qui est autour. Exactement, mais je veux dire, c'est pourquoi on pourrait très bien considérer qu'il y a une législation universelle qui pourrait s'intéresser à la somme qu'un être humain lambda, fût-il génial, donc vous plafonnerez mais de manière, au nom de l'humanité. Si vous voulez, il faudrait une entité supranationale qui puisse légiférer là-dessus, parce qu'il y a quelque chose qui est profondément abject et obscène dans ce système. C'est-à-dire que Mbappé n'est pas du tout concerné. Interdirait à une entreprise privée, quelle qu'elle soit. Une instance internationale comme l'ONU viendrait. Non, mais je sais que c'est absurde. On a le droit de rêver. Oui, parce que. Non, c'est pas absurde. C'est surtout que c'est l'inverse qui va arriver. Oui, ça je sais. Parce que le football se mondialise. Bien sûr. Il y a de nouveaux marchés. Regardez, l'Arabie Saoudite est devenue un pays majeur, ce qui était inimaginable il y a quelques années. Les droits télé ne cessent d'augmenter. Donc les salaires ne cesse d'augmenter parce qu'il faut attirer des joueurs de manière de plus en plus compétitive. Donc il va y avoir un mieux-disant. Pour Mbappé, il n'y avait qu'un ou deux clubs au monde qui étaient capables de se devrait être obligé de réinvestir dans la culture, qu'on fabrique des salles de concert, des regardez opéras. Quand même, parce que le PSG, si jamais il est condamné, si Kylian Mbappé l'emporte et qu'effectivement le PSG doit verser ses sommes ou lui doit ses sommes, il y a quand même une interdiction de recrutement et une mise en cause de la licence UEFA du club. C'est quand même des sanctions lourdes au Brésil, pour le club. Les sociétés, passé un certain bilan, doivent absolument, c'est la loi, reverser une somme pour la culture, pour la création de salles, d'opéras, de concerts, etc. On pourrait très bien légiférer de la manière suivante, c'est qu'à partir d'un certain salaire, les joueurs de football sont obligés de financer, je ne sais pas, des écoles à l'étranger, des monuments, des réfections, des constructions
de salle de concert, d'opéra ou de bibliothèque. Cela dit. Oui, et attendez, c'est très intéressant ce que vous dites, Yann. C'est-à-dire que ces joueurs, Kylian Mbappé, qui paient leur impôt en France, ils reversent une grande partie de ces millions justement à la collectivité, parce qu'ils paient leurs impôts en France. C'est-à-dire que... Ça va plus loin que ça. C'est-à-dire que sur les transferts, une certaine somme est prélevée pour le club formateur. Donc en fait, ce football professionnel, inondé d'argent, sert aussi à alimenter en fait le vivier qu'est le football. Voilà, il faut qu'il y ait Mbappé pour qu'il y ait des petits joueurs comme moi qui aient joué 15 ans dans un petit club. Voilà. Alors je sais que vous inquiétez pour Kylian Mbappé, je voulais quand même vous montrer sa maison. Sa maison, la maison qu'il va occuper lorsqu'il jouera au Real Madrid. Voilà, elle aurait coûté 11 depuis qu'il joue au Real Madrid. Merci. Elle aurait coûté 11 millions. 11 millions d'euros, 1200 mètres carrés. Sachez qu'il y a 11 salles de bain, 7 chambres, une salle de gym, une piscine intérieure. Je ne sais pas si on va revoir les photos. Un sauna, un hammam, un garage pour 6 voitures. Parce que si, c'est pas mal, tu vois. Un green de golf. Je sais pas si je joue au golf, Kylian, ça, je sais pas. Peu importe, c'est le principe. Ouais, c'est le principe. T'as le green, c'est bon. Il y a la piscine ou pas? Oui, il y a la piscine. Voilà, elle se situe dans le quartier ultra sécurisé de la Finca, qui est situé à une trentaine de minutes du centre de Madrid. Voilà. Évidemment, pour y rentrer, service de sécurité, il faut montrer patte blanche, la plaque d'immatriculation, les papiers, oui. Sans la moindre contradiction avec ce que je dis précédemment, j'aime pas tellement le procédé auquel vous livrez là. Yann, je peux bien montrer la maison de Kylian Mbappé quand même. C'est du mélanchonisme de bas étage. Bon, écoutez, alors là, si vous me taxez de mélanchoniste. Non, parce que Mbappé. Je vois pas le rapport. J'adore Pascal, on est là pour sinon vous allez vous ennuyer s'il n'y a pas un peu de tension dans l'émission. Il m'a traité de mélanchoniste de bas étage. Non, je veux dire par là qu'il a gagné ses sommes, lui n'y est pour rien de ces systèmes. Venir montrer la propriété de quelqu'un qui n'a rien volé à personne. Mais je la montre parce que ça nous fait plaisir de voir cette maison. Des convoitites, des jalousies. Il a 55 millions, vous ne croyez pas que c'est pas suffisant pour susciter des convoitises? Ça va. Non, vous êtes parce que si je peux, vous pouvez aussi montrer mon appartement, je me sens moi privé. Non, mais je veux dire, c'est sans fin. C'est quoi le rapport entre Kylian et vous? Il y a un rapport. Il ne fera pas rêver votre appartement comme Kylian Mbappé. J'ai vu son appartement. Il y a un rapport. Il y a toujours plus pauvre que soi, il y a toujours plus riche que soi. Mais oui, et alors, mais ça va. Non, je n'aime pas. Quel que soit le niveau de salaire, je n'aime pas ce genre de procédé. Cette maison appartenait précédemment à un autre footballeur du Real de Madrid. En fait, en effet, c'est la norme. J'aime pas ça. Il faut jouer au foot pour aller vivre. Prenez votre carte du Parti communiste, je vous invite à la fête de l'humanité. Mais c'est encore trop rose. Mais oui, c'est encore trop rose. Le rouge, votre couleur, c'est le rouge. Vous êtes une coco, Pascal. Bien sûr. Écoutez, voilà, c'est parti. Allez, il est 18h18. On revient dans un instant, on va parler des refus d'obtempérer. Y a-t-il un manque d'autorité en France? Y a-t-il un problème avec le respect surtout de l'autorité? À tout de suite, surtout vous ne bougez pas. Sur C8, on est très heureux de vous retrouver pour votre nouveau rendez-vous de la fin de journée. C'est Pascal, Eric, Yann et les autres, toujours avec Yann Moix. Sur ma gauche, Eric Leno. Sur ma droite, avec le public également. Nouveau rendez-vous quotidien, on débat de sujets qui vous concernent, qui vous font réagir, des sujets qui vous font réagir notamment sur les réseaux sociaux. Vous savez qu'il y a le hashtag PAYA. Vous pouvez réagir, on vous pose des questions. Résultat des sondages en direct dans l'émission parce que votre avis compte énormément. Tiens, on parlait justement tout à l'heure, si vous n'étiez pas avec nous, de Kylian Mbappé qui réclame 55 millions d'euros au PSG. Messieurs, vous vous souvenez? C'est moins cher que l'Arcom. Non, franchement. L'humour est interdit maintenant. Non, mais l'humour est interdit. On peut même plus faire d'humour à la télé. Oui, j'avais oublié, pardon. Bien. 55 millions. Vous êtes une femme ravissante. Toujours souriante, toujours bien vêtue. Je vois pas le rapport avec les 55 pleine d'énergie. Oui. Alors qu'Eric est en gris, triste. Chemise noire, lugubre. Mais il faut des gens tristes pour que. Non. Alors écoutez, nous sommes vos faire-valoir. Tu parles. C'est vous qui êtes mes faire-valoir. Regardez le résultat. On vous a posé les questions avant de repasser au sujet suivant. 55 millions d'euros, Kylian Mbappé les réclame au PSG. Êtes-vous choqué? C'est serré. Vous voyez. C'est serré, ouais.
C'est serré. J'en étais sûre. Les gens sont difficilement choquables avec le foot. Oh, non, c'est le Louis qui l'emporte, j'ai pas vu. Oui, c'est Louis, mais 55. C'est le Louis qui l'emporte. Pas... Ouais, c'est partagé. Ouais, c'est partagé. Mais Kylian Mbappé, je crois qu'il a l'immunité, non? Un peu. Aussi. Un peu. Si on avait parlé de quelqu'un d'autre, ça n'aurait pas été la même. C'est possible, c'est normal qu'il soit un peu mis à part. Quoique les supporters du PSG l'ont un peu mauvaise quand même. Quand oui, mais ils l'ont mauvaise. Mais c'est la mère de Kylian, on l'a vu l'affiche tout à l'heure, qui disait effectivement, après, voilà, c'est après 7 ans, c'est un peu de séparation. C'est difficile. C'est difficile. On va parler d'un tout autre sujet, beaucoup plus sérieux. Celui-là, les refus d'obtempérer, évidemment, qui se multiplient. Vous ne pouvez pas ne pas avoir entendu parler, c'est partout dans les journaux. Y a-t-il un problème avec le respect de l'autorité en France? Vous avez vu que la semaine dernière, un refus d'obtempérer a coûté la vie à un gendarme de Mougins, dans les Alpes-Maritimes. Il y a une voiture qui lui a foncé dessus. Le coupable est un multirécidiviste en situation irrégulière. Quelques jours après ce drame, sa veuve a pris la parole en rendant hommage à son mari. On va réécouter ces mots, on en discute après. Je l'affirme haut et fort, la France a tué mon mari. La France a tué mon mari, le père de mes enfants. La France a tué mon mari par son insuffisance. Pourquoi ? Pourquoi cet homme multirécidiviste peut-il évoluer en toute liberté? Quand est-ce que nos législatifs ouvriront réellement les yeux? Faut-il qu'il soit touché directement pour agir? Combien de morts avant que ces assassins soient vraiment punis? Alors elle a eu évidemment des mots très forts et depuis, c'est un torrent de haine sur les réseaux sociaux. Cette femme qui a perdu son mari reçoit un torrent de haine sur les réseaux sociaux. Je voulais quand même préciser cette information. Elle a porté plainte pour cyberharcèlement. Exactement. Oui. Elle a porté plainte pour cyberharcèlement. La question étant, les refus d'obtempérer se multiplient. Y a-t-il un problème de respect de l'autorité en France? On est tous les trois d'accord. La réponse? Et oui, je voudrais savoir ce qu'en pense le public, parce que peut-être que nous, on est tous les trois d'accord. Est-ce que vous pensez qu'il y a un problème, ceux qui pensent qu'il y a un problème d'autorité en France, de respect de l'autorité? Ok. Unanimité sur le plateau. Unanimité sur le plateau. Je ne sais pas ce que vous en pensez, chez vous. C'est vrai que, alors les refus d'obtempérer, je ne sais même pas si je dois expliquer ce que c'est. Les refus d'obtempérer, c'est la police qui, pour telle ou telle raison, vous dit vous vous arrêtez. Et en fait, ils ne s'arrêtent pas, quoi. Ils ne s'arrêtent pas et là, on va vers des drames, c'est-à-dire qu'il y en a certains, et là, dans ce cas de figure, c'est épouvantable, qui foncent sur le policier. J'avoue que j'ai un peu de mal, évidemment... Sur le gendarme. Sur le gendarme, pardon. Malheureusement, les policiers sont la cible, mais vous avez bien raison de le souligner, les policiers sont aussi la cible de ce type de comportement. Moi, je ne comprends pas. Alors moi, je n'ai pas été élevée comme ça, je n'ai pas grandi dans une société où on ne respecte pas le gendarme et le policier. Moi, j'ai grandi avec, on respecte les professeurs, on respecte les gendarmes, on respecte les policiers. Quand on vous dit de vous arrêtez, point final. Voilà. Donc après, vous êtes d'accord ou pas d'accord avec l'amende qu'on vous met? Ça date de quand, cette société que vous décrivez? Non, je ne suis pas si vieille, mais moi, je suis extrêmement choquée par le non-respect de l'autorité. Je voudrais bien savoir. Il y a des lois en France, on les respecte, point. Après, vous êtes d'accord, pas d'accord avec le gendarme, vous avez des moyens de contester. Un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes en France. Exactement. Donc en fait, quand on dit est-ce qu'il y a un problème d'autorité en France, le débat est bien posé. Il ne s'agit pas d'un fait divers, il s'agit d'un fait de société. Quand la veuve de l'adjudant Comines dit la France a tué mon mari, en fait, elle dit un système a tué mon mari. C'est tout le système qui est déréglé, qui est complètement désaxé. C'est-à-dire qu'en effet, le professeur qui était une figure d'autorité, une figure respectée, alors maintenant, n'en parlons même plus quand il arrive à faire court. C'est déjà le maximum et tout le monde se moque de lui, en fait. C'est devenu une figure risible. Et le policier, alors c'est encore pire parce qu'il y a toute une propagande d'extrême gauche qui dit que de toute façon, la police tue. Donc, en fait, même le policier qui vous demande d'arrêter, il fait preuve d'un excès d'autorité. Le policier est un tueur, le policier fait toujours preuve d'excès d'autorité, et celui auquel on demande de s'arrêter est une victime. Voilà. Donc, en fait, on est dans une inversion des valeurs totales. Donc, en fait, ça commence à pénétrer les esprits. Les gens... Ça ne serait pas venu à l'idée, en tout cas pas toutes les 20 minutes, de ne pas obtempérer à ce que dit un policier. Maintenant, c'est devenu la norme. Alors évidemment, ça ne donne pas toujours des résultats aussi tragiques, Dieu merci, mais ça donne des résultats tragiques. Parfois, il ne meurt pas, mais il garde des séquelles à vie. Donc il y a un dérèglement. Ensuite, vous l'avez dit, cet homme, il se trouve qu'il est en situation régulière, mais avec 10 inscriptions à son casier. Donc là, il y a un manque d'autorité parce que je ne crois pas que ça soit fasciste de dire... Après, c'est la loi. Après, on va en venir. Est-ce que la loi est vraiment adaptée au refus d'obtempérer? Moi, je pense que la réponse est... Non, mais à ce moment-là, il faut changer. Mais quelqu'un qui a, en plus, des délits routiers,
qui a 10 inscriptions à son casier judiciaire, même s'il a une carte de séjour, j'estime que cette carte de séjour doit être révoquée, qu'il doit être expulsé. Un étranger qui commet 10 infractions n'a plus sa place sur notre territoire. Donc c'est un déficit d'autorité global, pas seulement de la police. Yann. Déjà, comme simple citoyen français, j'aimerais dire à cette femme à quel point on est en empathie extrême avec sa souffrance. Et moi, j'avais des frissons quand je l'entendais parler. Je pleurais à l'intérieur. C'est extrêmement dur ce qu'elle vit. Sa vie est brisée. Sa vie, puis celle de ses enfants, hein, puisqu'il avait deux enfants, et elle a 2 enfants de 12 et 16 ans. Pascal, ils sont orphelins de père. Il y a 2 choses que je voudrais dire. La première, n'y connaissant rien, j'aimerais savoir quelles sont les règles de l'obligation d'obtempérer dans la gendarmerie. Est-ce que le gendarme, c'est une question que je pose, est obligé de se mettre devant la voiture? Est-ce que les ordres qu'il reçoit, c'est de se mettre devant la voiture? Parce que on pourrait très bien considérer, si la situation s'aggrave, que les gendarmes ont tout intérêt à photographier la plaque d'immatriculation et retrouver la personne, ou alors tirer dans le dos de la personne avec des armes inoffensives, non létales. Non létales. Non létales, non létales. Mais le fait de se poster devant la voiture, manifestement, devient un danger. Donc peut-être que la hiérarchie devrait se poser la question, est-il toujours intelligent? Je ne dis pas que la gendarmerie manque d'intelligence. Les ordres donnés... On n'a pas la réponse à ça. Je ne peux pas vous dire quels sont les ordres que reçoivent les gendarmes. C'est capital, parce que si le protocole est de se mettre devant le véhicule, ça pose un problème pour la suite. Et la deuxième chose, et ça c'est toujours la même chose dans ce pays, la question que vous avez posée est d'une certaine manière mal posée. Il y a pas non, mais c'est pour le débat, si vous allez vous ennuyer. Non, il n'y a pas de corrélation entre l'autorité et, d'une certaine façon, le refus d'obtempérer. Pourquoi? J'ai l'impression... Enfin, si, ça va te permettre. Ça va te permettre. Attendez, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a quelque chose qui devient viral. C'est-à-dire que le refus d'obtempérer est plus important que la cause qui fait qu'on vous arrête. C'est-à-dire qu'en gros, comme les rodéos, par exemple, là... Le refus d'obtempérer est un jeu en soi, indépendamment de la raison pour laquelle on vous arrête. En gros, c'est presque comme si les délinquants attendaient qu'on les oblige à s'arrêter pour pouvoir jouer à ce jeu nouveau qui est le refus d'obtempérer. T'en es à combien? J'en ai 4 ce mois-ci. Oui, il y a un concours de refus d'obtempérer. Vous êtes sûr de ça? J'en suis convaincu. Il y a une espèce de concours de refus d'obtempérer. C'est hype, si vous voulez, comme il y avait des concours de rodéo à moto. Il y a quelque chose qui est en train de devenir viral et même, d'une certaine manière, à la mode. C'est devenu un jeu. Et c'est terrible pour la gendarmerie qui, pour bien connaître le sujet, fait plus que bien son travail dans ce pays. Seulement 53% des refus d'obtempérer sont sanctionnés. Non, mais il y a moi une autre statistique qui me frappe. Les refus d'obtempérer sont à 75% le fait d'hommes de moins de 30 ans. Exact. Donc c'est un effet générationnel. C'est ce que j'étais en train de dire. 97% d'hommes. Bien sûr, mais c'est en général. Donc c'est ce que je suis en train de dire, un effet de mode. Ce sont des générations qui sont élevées dans la négation de l'autorité et dans l'inversion des valeurs. Ça fait quelques dizaines d'années qu'on a placé en réalité le coupable au centre du dispositif et qu'on ne se soucie pas de la victime. Ça vient de très loin. Il se trouve qu'il y a eu des victimes de la société, des victimes littéraires, par exemple Jean Valjean, chez Victor Hugo, Edmond Dantès, il y a eu une récente adaptation du Comte de Monte Cristo. Ce sont des victimes. Et à partir de là, on estime bien que tous les coupables, tous les délinquants, en fait, sont des victimes de la société. Donc dans cette histoire, vous le voyez sur les réseaux sociaux, par le harcèlement, mais vraiment sordide, ignoble de cette femme, on vous dit de toute façon, tout flic est un fasciste. Madame, vous êtes une femme de fasciste, donc vous êtes une fasciste. On raisonne sur des drames comme ça à partir de raisonnements complètement biaisés, complètement faussés et gangrénés par une idéologie d'extrême gauche. On retrouve à la base de beaucoup de un philosophe très important qui s'appelle Nietzsche qui a parlé de pulsion causale. Il a expliqué exactement ce que dit Eric, que lorsqu'il y a une victime, techniquement une victime, eh bien on va chercher si le bourreau n'est pas quelque part, si on recherche bien au microscope, plus victime. Et donc on va chercher des causes pour rendre le coupable beaucoup plus victime que la victime réelle. Je voudrais en parler des femmes de... C'est très intéressant ce que disait Eric, des femmes de policiers ou de gendarmes qui par extension sont associées à leur mari. Je voudrais qu'on écoute Aurélie Laroussi, qui est présidente de l'association Femmes des forces de l'ordre en colère. Moi je l'ai eu sur Europe 1 ce week-end. Je peux vous dire qu'elle a fait remonter la parole de ces femmes qui sont mariées à des policiers, des gendarmes, et elle a l'impression qu'elles ne sont, ces femmes de policiers et de gendarmes, jamais entendues. Écoutez. Voilà.
Nous, c'est vrai qu'on n'a jamais employé avec mon association le terme « la France a tué mon mari », mais le terme est vraiment bien trouvé, quoi. Enfin, elle a parlé avec le cœur, avec tout l'amour qu'elle peut porter à son mari, avec la colère. Et on a l'impression aujourd'hui que un policier ou un gendarme de tuer, en gros, on va vous dire que c'est les risques du métier, quoi. Et que, oui, c'est comme ça. Vous vous rendez compte, c'est les risques du métier. Enfin, ce qu'on laisse entendre effectivement à ces femmes, à ces enfants qui voient partir, c'est ce qu'elle me racontait en fait. C'est pour ça que je disais ça ce week-end sur Europe 1. Ce qu'elle me racontait, c'est que ces femmes de gendarmes ou de policiers voient partir leur mari, les enfants, leur papa, et ne savent pas aujourd'hui si papa va rentrer à la maison le soir. C'est impossible de vivre dans ce type de. Cher Pascal, récemment regardé un débat de l'heure de vérité. C'est pas hier, mais c'est pas non plus la préhistoire, de 1988, où Raymond Barre se présentait à l'élection présidentielle. 1988, c'était pas il y a 1000 ans. C'est vieux pour les jeunes, mais c'est il y a 5 minutes pour les vieux. Eh bien, Raymond Barre, on lui a demandé s'il était favorable au rétablissement de la peine de mort. Je ne parle pas pour mon cas. Raymond Barre, il a dit qu'il était favorable au rétablissement de la peine de mort pour les crimes sur enfants et pour les meurtres de policiers et de gendarmes. C'était en 88. Oui, mais là, on est contre la peine de mort. Non, mais c'est pas ça. On est bien d'accord. Non, mais attendez, non. Oui. Ce qui est bien dans cette émission, c'est que justement, on peut remettre sur la table des choses délicates. Je comprends. Moi, je suis contre viscéralement la peine de mort, quelle qu'elle soit. Mais je comprends que dans la société française, des expressions commencent à se renouveler à ce sujet et qu'on entende une petite musique, pas forcément d'extrême droite, je précise, loin s'en faut, sur quid des policiers assassinés, parce que c'est un assassinat de policiers, de gendarmes. Madame Comines, dans son discours tellement émouvant, même déchirant, elle a parlé quand même de 1981. Personne ne sait exactement ce qu'elle a voulu dire. Enfin, 81, c'est l'arrivée de la gauche au pouvoir, c'est l'abolition de la peine de mort. Ça par hasard. Peut-être parlait-elle de ça, peut-être pas. Moi, je voudrais aborder un autre point. Il me semble que la base du contrat social, c'est qu'une société protège ceux qui la protègent. Or, ce n'est plus le cas. Voilà, ces policiers, ces gendarmes ne sont pas protégés dans les faits. Yann a soulevé un point intéressant. Ils ne sont pas non plus soutenus dans les paroles. Ça devrait être un scandale absolu. Parce que si vous avez eu le courage de regarder la mort, parce que ça a été filmé, il y avait des caméras de surveillance, c'est absolument insoutenable. Moi, je ne veux pas préjuger des conclusions de l'enquête, mais enfin, qu'il n'ait pas vu, ça me paraît... Qu'il n'ait pas vu le gendarme comme il le prétend, ça me paraît hautement improbable. Ensuite, il y a en effet, si cet homme avait été expulsé comme il aurait dû l'être, parce que sa carte de séjour aurait dû lui être retirée, monsieur, vous avez commis 10 infractions, dont 4 ou 5 routières, retour au Cap-Vert, puisqu'il est originaire du Cap-Vert. Donc c'est tout un système qui dysfonctionne, et moi je comprends le chagrin et la colère de cette femme, et j'espère ce sera le dernier drame, et qu'on prendra des mesures à la hauteur de ce drame. C'est vrai parce qu'on oublie, on oublie. Mais il y en a eu plusieurs, c'est pas un fait. Bien sûr, il y en a d'autres. Regardons bêtement les choses, Pascal, bêtement. Oui. On se dit, le type a fait 10 infractions. On sait donc qu'il y en aura une 11e et que la 11e sera gravissime. C'est aussi bête que ça. Non, il est relâché dans la nature et on sait que le drame adviendra tôt ou tard. Et le drame est advenu. Et il est irréparable. Mais justement, il y a un nouveau cas de refus d'obtempérer qui a eu lieu à Colmar. Donc c'était fin août. Vous avez regardé ces images, c'est carrément une course-poursuite. Elle a été filmée. C'est extrêmement dangereux. Enfin, il met en danger la vie des policiers. On voit qu'il frôle des piétons. Moi, écoutez, je pense que le débat pourrait être vite tranché, d'aggraver les peines, mais de manière oui, c'est ça. Alors, c'est très intéressant, sévère, les peines, justement. Les usagers de la route se rendant responsables d'un refus d'obtempérer pourront faire l'objet, refus d'obtempérer, quelle peine? D'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 1 an. Une amende pouvant grimper jusqu'à 7 500 €, une perte de 5 points sur leur permis de conduire. Bon, les peines d'un an ne sont pas exécutées, vous le savez. Hein. Oui. Déjà, pour commencer. Donc moi, je pense qu'à partir d'un certain degré de gravité, c'est-à-dire s'il y a des conséquences
à un refus d'obtempérer, c'est la case prison directe. Moi, je pense. Et je pense qu'il n'y a que ça, à la fois pour faire entrer ça dans le crâne, parce que cette personne-là est complètement irresponsable, et même que ça serve d'effet dissuasif. Attendez, bon, peut-être. Il y a bien un gendarme qui a fait, ou un policier qui a fait la prison directe récemment. Oui, lui, c'est ça. Quand c'était dans le cas d'un policier, lui, il était allé directement en prison. Oui, il y a 2 poids 2 mesures, c'est ça. C'est juste pour pas qu'on ait la mémoire trop courte. Oui, parfois, le seul cas de figure récemment où quelqu'un était en prison directe, c'était un policier, c'était pas un délinquant. Et vous avez entendu beaucoup, vous avez lu beaucoup sur Twitter de messages de soutien du showbiz qui, pour d'autres causes, se mobilisent quand c'est le contraire. Quand c'est quelqu'un qui décède dans un contrôle, là, ils sont tout indignés et là, il n'y a pas un mot pour la détresse de cette femme, des enfants, enfin vraiment. Alors, c'est 2 poids 2 mesures insupportables. Il y a beaucoup de peines encourues, mais il y en a très peu qui sont appliquées. Maître Jossom, qui est avocat au barreau de Paris, explique quelles sont les raisons de cette non-application pour qu'on essaie de comprendre pourquoi les peines ne sont pas appliquées. Je pense qu'on a une répression en matière notamment de délinquance routière qui est relativement sévère, même contrairement à d'autres États. Après, le juge, vous savez, il a la partie la plus difficile du procès. C'est lui qui décide. Et il décide, il est l'arbitre entre un procureur qui soutient l'accusation, une défense qui essaye de modérer l'application de la loi pénale, et puis tout simplement un homme qui se présente à vous. C'est toujours, j'allais dire, simple et même simpliste parfois d'avoir des visions et des réponses peut-être hâtives sur comment je jugerai quelqu'un. Mais allez en salle d'audience et vous verrez que c'est pas si simple en réalité. Oui. Mais il faut être cohérent. Eric, oui. Il y a des modifications de la loi toujours dans le même sens, c'est-à-dire qu'on ne met en prison les gens qu'en dernier recours. C'est-à-dire que nos prisons sont pleines. D'abord, c'est plein. Il y a des peines de substitution. En général, on va vers les peines de substitution. Alors après, il ne faut pas non plus tomber dans la démagogie. Vous demandez aux Français, est-ce qu'il faut plus de places de prison? Oui. Est-ce que vous voulez que la prison soit près de chez vous? Non. Donc il faut quand même que ça soit une prise de conscience collective. Ce n'est pas seulement la faute des pouvoirs publics, ce n'est pas seulement la justice qui dysfonctionne, c'est qu'il y a une mentalité à changer jusque chez le Français moyen, je crois. Alors je voudrais revenir aussi à ce que vous disiez, mais pourquoi effectivement ces jeunes, Yann, je crois que vous évoquiez un instant, c'est une espèce de jeu. Je voudrais juste, alors là, ça n'a rien à voir directement avec le refus d'obtempérer, mais je voudrais juste qu'on réécoute les mots d'Isabelle Véramasson, qui est chercheuse du CNRS et spécialiste de communication médiatique. Elle dit que les auteurs de rodéos urbains ne sont pas des voyous, en fait ils font ça pour s'ennuyer. Je voudrais savoir ce que vous en pensez. Écoutez. Ces jeunes gens qui font des rodéos urbains, ce ne sont pas des voyous. Ce sont des jeunes gens qui, d'ailleurs c'est intéressant l'idée du Covid, qui s'ennuient, qui n'ont pas de distraction. Vous savez, c'est West Side Story, on se retrouve dans les bandes, on fait des bêtises, etc. Alors parfois ça a des conséquences épouvantables, et donc c'est clair, mais décider de la répression sur ce genre d'activités qui sont dangereuses, je ne suis pas en train de dire le contraire, on le voit, mais qui finalement sont mises en place ou utilisées, sont effectuées par des gens qui ne sont pas des délinquants au départ, même s'ils savent peut-être même pas que c'est interdit. J'imagine pour certains. Mais enfin, bon, si. Enfin, bon, en tous les cas. Et voilà. Et les mettre en prison, décider de bloquer leur vie d'une certaine manière, c'est une décision qui n'est pas facile. Alors évidemment, cette vidéo, cet extrait fait énormément réagir. Eric. C'est une récidiviste. Elle avait comparé Crépol à Roméo et Juliette. Donc je sais pas, écoutez, moi je propose qu'elle aille expliquer à la famille du gendarme qu'en fait, ils vivent dans West Side Story et non pas dans une tragédie qui a ruiné leur vie. La vie de cette femme est ruinée, la vie de ses enfants est complètement ruinée. Et elle va arriver devant eux en disant, écoutez, c'est des jeunes qui s'ennuient un peu, ou alors ce Cap-Verdien, il faut comprendre. Enfin, écoutez, elle pratique une sorte de romantisme complètement frelaté, complètement faisandé, qu'elle retourne dans son laboratoire chercher parce que ce qu'elle trouve, ça ne me plaît pas. Moi, je suis en désaccord. Je suis assez en désaccord avec Eric sur ce point, même si ce qu'il dit est juste. Oui. Simplement que je pense que l'ennui est au cœur des problèmes de la société. Les gens s'ennuient. J'avais discuté aussi avec des gilets jaunes, et certains gilets jaunes m'avaient dit que leur ennemi numéro 1, dans la vie de tous les jours, c'était l'ennui. L'ennui au sens large, et il ne faut peut-être pas balayer d'un revers de main. Non, mais la question de l'ennui... Attendez, prends un livre. Non, mais enfin, je sais pas, fais quelque chose. La question de l'ennui. Va marcher et court. Oui, mais bon, c'est pas une excuse, l'ennui. Yann, moi, ça me choque. C'est un vrai sujet, l'ennui. Ça n'excuse rien. Je dis simplement que c'est un vrai sujet, l'ennui. Par ennui, on peut faire n'importe quoi, surtout à 20 ans. Oui, mais... Vous voyez, c'est saisi par des idéologues qui transforment ce que tu dis en... C'est ça le problème. J'aimerais bien que ce soit quelqu'un d'autre qui le dise. Mais l'ennui est un vrai sujet de société. Bon, l'ennui est un vrai sujet de société. Maintenant, on peut pas, on excuse rien. Heureusement, ici, on ne s'ennuie pas. Non, on ne s'ennuie pas ici, n'est-ce pas le public? Ah ben non, là, on ne s'ennuie pas. Ça, je peux vous dire qu'on ne s'ennuie pas. Et vous n'allez pas vous ennuyer dans quelques instants. Tiens, demain, on parlera de la
maltraitance animale, faut-il durcir la loi? Je sais que vous avez 2 chats chacun, ça fait 4 chats. Ça nous promet des débats animés. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous avez rendu Cyril Hanouna. À demain.